Bonjour et bienvenue sur Radio CSORT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mardi 6 mai 2025, épisode 281, toujours en direct de l'Île-de-France et j'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez et au programme de cette édition, Langflow, une vulnérabilité critique activement exploitée dans un LLM. OpenCTI, élévation de privilèges via webhook. Android, vulnérabilité activement exploitée. L'Iran, cyberattaque complexe déjouée. Juice jacking, nouvelle technique de contournement d'après les journalistes. Ça fait quelques années qu'on connaît ce type de compromission via le port USB. La NSA, réduction de 2000 postes dans le domaine civil. SAP NetViewer, deuxième vague d'attaque. Ingénierie sociale, exploitation des biais humains. Les cybercriminels intensifient l'utilisation de techniques d'ingénierie sociale telles que l'usurpation d'autorité, l'urgence et la familiarité. C'est passionnant. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de radiocessor.org. La CISA a ajouté une nouvelle entrée à son catalogue de vulnérabilités exploitées connues, ce qu'on appelle le Kno Exploited Vulnerabilities Catalog, le KEV. Cette vulnérabilité, référencée sous la CVE 2025-3248, fait partie des LLM avec un CVSS v3 de 9.8. Elle affecte Langflow et résulte de l'absence de mécanisme d'authentification. Ce type de faille est couramment exploité par des acteurs malveillants et constitue une menace significative dans les systèmes fédéraux et les entreprises critiques. La vulnérabilité, CVE 2025-24977, a été publiée. Elle affecte OpenCTI, une plateforme open source de Cyber Threat Intelligence. Avant la version 6.4.11, tout utilisateur disposant de la capacité Manage Customizations peut exécuter des commandes sur l'infrastructure hébergeant OpenCTI. En détournant l'usage des webhooks, l'attaquant obtient un shell root à l'intérieur du conteneur permettant l'accès à des secrets internes côté serveur et ouvrant la voie à des attaques supplémentaires sur l'environnement d'hébergement. Cette vulnérabilité est exploitable à distance. La version 6.4.11 corrige cette faille. Le score CVSS global est de 9.1 avec un score d'impact de 6 et un score d'exploitabilité de 2.3. Bref, on ne réfléchit pas. Si tu as du OpenCTI, tu patches. Pour continuer dans les vulnérabilités, le CERT-FR a publié l'avis CERT-FR 2025 AVI 371 concernant 49 vulnérabilités dans Google Android. Oui, vous avez bien entendu, 49 vulnérabilités. Les versions antérieures à Android 13, 14 et 15 sont concernées avant le correctif du 5 mai 2025, soit aujourd'hui. Les failles identifiées permettent l'exécution de codes arbitraires à distance, une élévation de privilèges, un déni de service ou une atteinte à la confidentialité des données. Google indique que la vulnérabilité CVE 2025-27363 est activement exploitée. Les chercheurs d'Onapsys ont confirmé une seconde vague d'attaques exploitant la vulnérabilité critique, la CVE 2025-31324 dans SAP NetViewer. Si vous vous souvenez, on avait déjà parlé sur Radio CSORT. C'est une faille qui a quand même un score CVSS de 10, donc on ne peut pas aller au-dessus, elle est vraiment critique. Ça touche le composant Visual Composer Metadata Uploader. Elle permet à un attaquant non authentifié d'envoyer des fichiers exécutables malveillants via des requêtes POST, lesquels sont ensuite exécutés via des requêtes GET. Cela conduit potentiellement à une compromission complète de l'environnement SAP ciblé. Découverte par ReliaQuest en avril 2025, lors d'enquêtes sur plusieurs compromissions, la vulnérabilité a été corrigée par SAP lors du Patch Day d'avril. Toutefois, les chercheurs ont observé que certains systèmes corrigés avaient déjà été compromis avant la mise à jour. La mise à jour ne corrige pas la compromission, il ne faut jamais l'oublier. Les attaquants exploitent le chemin servlet JSP IRJ route pour déposer des web shells en JavaScript, en JSP, souvent nommés helper.jsp ou cache.jsp. Faites une petite vérification si vous avez du SAP. Ces outils permettent l'exécution de commandes à distance, le téléchargement de fichiers et le maintien de cette persistance. Une variante utilisée Britratel et Even Gates pour renforcer la furtivité. ReliaQuest estime que certaines attaques agissent comme broker d'accès initial, revendant l'accès via VPN et RDP ou d'autres vulnérabilités. Il faut savoir que depuis le 5 mai, Onapsys observe une réutilisation opportuniste de web shell déposée lors de la première vague. En collaboration avec Mandiant, Onapsys a publié un scanner open source et une règle Yara mise à jour pour détecter les compromissions liées à la CVE 2025-31324. Il faut savoir que la CISA a inscrit cette vulnérabilité à son catalogue KEV et impose aux agences fédérales de l'appliquer avant le 20 mai 2025.
D'après ICIS Security News, le 4 mai 2025, soit hier, l'Iran a annoncé avoir déjoué une cyberattaque qualifiée de vaste et complexe visant les infrastructures nationales. L'information a été communiquée par Behzad Akbaki, directeur de la télécommunication et des infrastructures compagnie à l'agence Tasmin affiliée au corps des gardiens de la révolution islamique. Aucun détail technique n'a été fourni sur les vecteurs, les systèmes ciblés ou les auteurs présumés. L'attaque est survenue un jour après une explosion meurtrière au port commercial de Shahid Raja'i, sans lien établi avec une activité cyber. Ambre Intelligence attribue l'explosion à une mauvaise manipulation d'un chargement de carburant solide destiné à des missiles balistiques importés de Chine. Le ministère iranien de la Défense conteste cette version. C'est clair, ils vont pas dire qu'ils ont acheté sur Temu leurs missiles balistiques. L'incident intervient dans un contexte de négociations en cours entre l'Iran et les États-Unis sur le programme nucléaire iranien. Le pays a déjà subi plusieurs cyberattaques majeures, notamment contre le système de distribution de carburant en 2021 et une aciérie en juin 2022. Ces actions avaient été revendiquées par le groupe Predatory Sparrow, qui affirme limiter ces attaques pour éviter des victimes civiles. Les autorités iraniennes ont précédemment accusé les États-Unis et Israël d'être derrière les attaques de 2020 et 2021 sans présenter de preuves. Et ces accusations s'inscrivent dans la continuité des tensions liées à des opérations telles que Stuxnet identifiées en 2010, soit il y a déjà 15 ans. Intéressant, c'est de la pure géopolitique, il y a très peu d'éléments cyber, mais passionnant à lire. Plusieurs sources ont confirmé que la National Security Agency, la fameuse NSA, prévoit de supprimer entre 1500 et 2000 postes civils dans le cadre d'une réduction budgétaire imposée par l'administration Trump. Ces réductions représentent environ 8% de la main-d'œuvre civile de l'agence. Les postes concernés couvrent des fonctions allant du personnel administratif aux opérateurs en cybersécurité offensive et défensive. Les suppressions sont attendues d'ici la fin de l'année, mais cette échéance pourrait évoluer en fonction des ajustements budgétaires plus larges du département de la Défense, qui prévoit une réduction annuelle de 8% sur 5 ans. Toutes les agences de soutien au combat, dont la NSA, la DIA, le NRO, la NGA, seraient concernées. Même la CIA devrait également supprimer environ aussi 2200 postes. Cette décision intervient alors que la NSA traverse une période de turbulence marquée par le limogeage du général Timothy Hoff, directeur de l'agence et de l'US Cyber Command, ainsi que de son adjoint. Depuis février, la NSA propose des départs anticipés dans le cadre de l'initiative Fork in the Road, soutenue par Elon Musk. L'objectif est d'éviter les licenciements massifs en ciblant les cadres proches de la retraite. Environ 100 membres du Senior Executive Services auraient déjà accepté leur offre de départ. La NSA n'a pas fait de commentaire officiel. Il faut bien voir que ça touche du personnel civil. Le personnel militaire, etc. Tout ce qui est vraiment opérationnel n'est pas impacté. C'est comme si on virait les prestats dans des boîtes. Ça ne va pas faire la fin du monde. Mais intéressant. Dans la rubrique Hack du jour, des experts en cybersécurité ont alerté sur une nouvelle méthode d'attaque USB ciblant les smartphones via les stations de recharge publiques. Alors, ce sont les journalistes qui disent ça. Pour ceux qui ont un peu plus l'habitude, des attaques par USB sur des smartphones, sur des stations de recharge publiques, ça fait 10 ans que ça existe au minimum. Donc la technique est appelée choice jacking, alors que c'est du juice jacking normalement. Ça contourne les mécanismes de confirmation de l'USB sur Android et iOS. Lors de la connexion à une station malveillante, celle-ci se présente comme un clavier USB. Elle initie ensuite un USB PD Data Roll Swap pour établir une connexion Bluetooth, active la fenêtre de consentement de transfert de fichiers, puis stimule l'approbation via l'émulation clavier. Les chercheurs de l'Université technique de Graz ont testé cette méthode sur plusieurs modèles, notamment Samsung. Tous les appareils ont autorisé le transfert de données tant que l'écran restait déverrouillé. Donc si vous êtes en train de charger sur une station d'accueil publique et que votre écran est déverrouillé parce que vous êtes en train de vous regardez des réseaux sociaux, vous êtes en train de lire vos mails, etc., pendant ce temps-là, vous vous faites siphonner. Et seuls Apple et Google exigent l'entrée du code PIN ou mot de passe avant toute autorisation de transfert. Les autres fabricants n'ont pas encore déployé de contre-mesures efficaces. L'activation du mode USB, debugging, représente également un risque majeur en exposant l'appareil à une prise de contrôle via Android Debug Bridge. Bon, concrètement, on ne charge jamais, mais jamais, son téléphone, son smartphone sur une station publique. Quand je vois ça dans le train, dans le TGV, je me dis, mais ils sont totalement inconscients. Surtout qu'aujourd'hui, sur nos smartphones, nous avons tous nos applications financières. Après, on s'étonne, je me suis fait poncer. Bah ouais, c'est normal. Alors, j'ai retenu un article qui parle de cybersécurité, mais sur le plan humain. Ce sont des chercheurs en cybersécurité qui ont mis en lumière les mécanismes psychologiques exploités dans les attaques de social engineering, désormais majoritaires selon Avast. Ces attaques débutent souvent par un message anodin,
via un email, un appel ou via de la messagerie. Elle repose sur la manipulation psychologique pour contourner l'utilisateur plutôt que les protections techniques. Les fraudes aux fonds conseillers sont un très bon exemple. Que ce soit un fonds conseiller bancaire ou un fonds conseiller sur n'importe quelle offre de panneaux solaires, ça marche sur le même principe. Ils vont utiliser plusieurs leviers. Le premier, c'est l'autorité. L'usurpation d'un supérieur ou d'un administrateur, par exemple, informatique. L'urgence et la peur. Notifications alarmistes déclenchant des réactions impulsives. Vous recevez des SMS que vous êtes en train d'acheter via votre carte bancaire des articles de luxe à plusieurs milliers d'euros. Des preuves sociales, imitation de collègues ou avis factifs. Là, avec l'IA, on le voit de plus en plus. La réciprocité. C'est l'offre de services ou de cadeaux en échange d'un accès. Il faut voir, c'est assez incroyable. Quand on parle de sensibilisation, faites un essai auprès de vos collaborateurs. Vous leur proposez 1 000 € et le vendredi soir, ils vous donnent leur mot de passe et leur identifiant. Alors évidemment, quand vous faites ça en interne, ils vous disent tous « non, on ne fera jamais ». Mais quand vous commencez à discuter un petit peu en mode anonyme, quand vous offrez 1 000 €, les gens, vous leur dites « vous nous donnez votre identifiant et votre mot de passe, on l'utilise jusqu'à lundi. Lundi matin, vous arrivez au bureau, vous changez votre mot de passe ». Ça se fait, c'est pas un fantasme, c'est pas un film. C'est le genre de choses qu'on voit. Et quand je parle de 1 000 €, il y en a même pour 100 €, il y en a, ils le font. Familiarité, reproduction de contenu ou interface habituelle. Bon, ça, c'est le truc classique. Il y a du phishing, il y a de l'usurpation d'identité. Alors, toutes ces attaques récentes incluent des faux messages d'erreur incitant à installer des certificats ou scripts malveillants, selon Proofpoint. Troy Hunt, créateur de I Have Been Pwned, a reconnu avoir été piégé par un email frauduleux ayant compromis son compte Mailchimp, qui lui permet de diffuser sa newsletter. Et il y a une tactique émergente qui est le scam yourself, qui pousse les victimes à désactiver des protections ou transmettre elles-mêmes des données sensibles. Généralement, quand vous allez recevoir un appel, on le voit sur certains scénarios, il faudrait que je fasse un épisode spécial sur le scam financier, c'est hyper intéressant. Quand la personne vous appelle, elle a déjà toutes les infos sur vous, votre date de naissance, sur quel type de compte bancaire vous avez, etc. Elle fait un petit peu de social engineering, et avant de vous demander quoi que ce soit, c'est vous-même qui allez le faire, c'est ce qu'on appelle le jeu de dupe. Elle va tellement vous mettre en confiance par rapport aux informations qu'elle vous donne, qu'à aucun moment, elle aura besoin de vous dire « donnez-moi votre code, par exemple Securipass, donnez-moi votre mot de passe pour avoir accès à la banque, etc. » Tout ça, vous allez le faire naturellement. C'est de la manipulation, c'est passionnant. Il y a des bouquins qui existent. Il y a une... comment dirais-je ? Je suis quelqu'un sur Internet qui fait ça super bien. Je cherche son nom, si vous pouvez me laisser. Alors, vu que je vais monter l'épisode, moi, ça va me prendre 2 minutes, mais dans la vraie vie, vous allez l'entendre là, maintenant. Je vous recommande fortement de suivre Yuna Chose Bentabid. J'espère que je n'ai pas écorché ton nom, je suis désolé. Mais sachez que cette personne sur LinkedIn fait des articles hyper intéressants, ainsi elle a un podcast. Et elle explique très bien la manipulation psychologique et comment on peut hacker. Alors, on ne va pas dire hacker le cerveau, on ne vous met pas une puce et ça ne marche pas comme ça tout de suite. Mais comment on va vous forcer à faire des choses que vous n'aviez pas prévues. Je vous la recommande fortement. C'est super agréable à lire. C'est vraiment une vraie petite tuerie. Je vous mets le lien sur la description de l'épisode pour aller sur son profil et pour écouter son podcast. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du mardi 6 mai 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Merci beaucoup Florian pour ta participation à la cagnotte Litchi. Je suis touché. Bon, je t'ai un peu harcelé, mais t'as fini par cracher un peu de pognon. Sachant que tu as déménagé et que tu dois avoir un mois de mai de folie, j'ai trouvé ça hyper gentil de ta part, ça me touche énormément. N'hésitez pas à m'envoyer un email à radiocessort@gmail.com. Et si vous voulez soutenir le passage de Radio Cessort au format vidéo, la cagnotte est toujours ouverte. Il reste 26 jours, je crois, un truc comme ça. Je la fermerai le 31. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux. Vous êtes plus de 70 à avoir donné, c'est énorme, quoi. Je suis hyper ému. J'ai mon ami qui m'a demandé comment je faisais pour les... J'ai un ami qui m'a demandé comment je faisais pour les t-shirts et les mugs. J'ai pas eu le temps. Actuellement, j'ai un peu la pression au taf. Je me tape 2-3 trucs avec les régulateurs. Il faut que je bosse un peu. Ouais, donc c'est très dur d'enregistrer, de préparer les épisodes, de faire la boutique en ligne, de faire le studio. Mais j'arrive à peu près à tout faire. J'en suis arrivé depuis le début. Je suis en train de me monitorer mon temps de sommeil. Alors, au mois d'avril, le temps moyen de mes nuits, c'est 3h30. Ouais, c'est tendu. Mais pour le moment, ça va. Du moins, j'espère. Je suis trop vieux pour ces conneries. Au revoir. À demain. Ou à tout à l'heure. On verra.